Mais ce putain de caractère qui était aussi... Quand il me trouve génial dans un film, il faut qu'il sache que je souffre de ce putain de caractère. La vie, c'est ma passion. C'est bien vous, ça. C'est Ouais. complètement désespéré et en même temps... Ah mais oui, mais désespéré, en mais je peux pas arrêter, moi. Je peux pas arrêter ni de vivre, ni de faire. Et je ne peux pas clore ma vie moi-même. Je l'aime trop. Donc, je me retrouve avec toute cette espèce de sac à dos et ainsi de suite. Et j'avance. Malgré tout, j'avance. Je dis, j'ai 15 rounds à faire. Debout. En titubant peut-être, mais debout. Est-ce que, Richard, vous vous retrouvez dans tout ce qui est dit par vos amis, par cette description de vous, d'ailleurs avec vos paradoxes, excès dans la colère, dans le désespoir, mais aussi dans la générosité? Ah oui, vous savez, c'est des amis d'amour, hein. Donc, s'ils le disent, je le prends comme un cadeau somptueux. Tous le disent, que ce soit Gérard Jugnot, Bernard Oui, Giraudot, mais justement, Denis Gérard Charvet. Jugnot, qui parle si bien de moi, et je le remercie. Non, mais vraiment, ça me touche beaucoup qu'il parle comme ça de moi. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas refait de film ensemble? Il en a fait plein qui étaient super. J'aurais bien aimé être dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc vous êtes blessé. Voilà. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, parce que j'ai donné plein de coups de main dans ma vie, quand même. Quand je faisais 4 films par an, vous pensez bien qu'il y avait pas mal de gens qui me traînaient au cul et qui ça veut dire, vous savez, acteur de cinéma, quand vous devenez, voilà, machin, vous en faites 4 par an, vous avez des Césars, des choses comme ça. Et vous avez été bien récompensé. Oui, oui, oui. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est étonnant quand un métier récompense un mec comme moi et le laisse complètement tomber. Pourquoi on n'a fait plus appel à vous, enfin, Richard? Parce que... À cause de quoi? ce C'est putain votre de fichu de caractère, ouais, c'est ouais, ça? ce putain de caractère. Mais ce putain de caractère qui était aussi... Quand il me trouve génial dans un film, il faut qu'il sache que je souffre de ce putain de caractère. Et c'est la souffrance en opposition à ce putain de caractère qui fait que je peux peut-être leur donner un tout petit peu plus, quoi, que ce qu'ils attendaient. Vous avez d'ailleurs dit que vous étiez affamé d'amour, assoiffé de femmes, affamé d'ailleurs tout court. C'est ce que vous écriviez, je crois, à la fin des années 60, lorsque vous avez rédigé ces 2 pièces, Zorglub et Les Girafes, qui sont d'ailleurs aujourd'hui rééditées aux éditions Flammarion. De magnifiques pièces. Oui, je suis affamé, oui, bien sûr. Et je suis Et resté... toujours? Est-ce que vous l'êtes toujours? Oui, oui, oui. Je sais pas ce que ça veut dire très bien, vous savez, excessif ou pas excessif. Je sais pas très bien. Je crois que quand on est en action, on doit prendre le territoire, quoi. Que ce soit un territoire amical qu'on veut pousser au-delà, un territoire amoureux qu'on veut pousser au-delà, un territoire créatif qu'on veut pousser. C'est jusqu'au bout tout le temps? Ah oui. Avec vous, Richard? Oui, oui, oui. Tout le temps? Oui, tout le temps. Dès le réveil, d'ailleurs, c'est un peu plus emmerdant. Mais apparemment, jusqu'au bout, tout dans la création, dans la vie, Oui, aussi dans l'autodestruction. Oui, mais j'ai pas appelé ça l'autodestruction, Enfin, alors, moi. comment vous appelez ça? J'ai appelé ça ma construction. Le passage par les drogues, l'alcool, la Je suis passé construction. par là. Mais je ne bois plus, je me drogue plus. C'est pas une rédemption non plus, c'est juste un acte lucide, un respect pour mon corps et ma pensée. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années et ça s'est fort bien passé immédiatement, quoi. Mais vous avez écrit d'ailleurs, vous l'avez dit, je crois que vous l'avez écrit, écrire est une nécessité. Si je n'avais pas l'écriture, je serais mort depuis longtemps, retombé dans l'alcool, la dope. Je veux écrire pour être avec les autres. Disons que l'écriture m'a sauvé de beaucoup de choses, pas le métier d'acteur. Cette colère donc, que vous avez en vous, parce que finalement c'est une espèce de colère, de révolte, cet excès, cette soif en même temps d'amour, etc. D'après vous, ça vient vraiment de votre enfance? Roman dit le problème de naissance, mon père est marqué par ça. Oui, certainement. Enfin, je sais pas, je crois qu'on est avec déjà une somme d'ingrédients qui vont faire ce qu'on va être dans le futur. J'ai jamais été enfant, moi, donc je suis passé direct au combat, moi. Alors donc... Pas d'enfance? Non, pas aucune enfance. Rien pourri. Qu'est-ce que vous imaginiez, vous, étant enfant? Qu'est-ce qu'on vous disait? Non, pendant la guerre, non, mais ça, c'est pas mon problème. Ça n'a jamais été mon problème. Vous voulez être en pleine figure ou pas? Impéralement. Non, ça n'a jamais été mon problème. C'était un problème pour les autres, surtout. Parce que moi, j'ai été le fils de Bosch pendant des années. Ta mère, c'est une salope pendant des années. Après, comme j'avais un physique méditerranéen, disons, j'ai été... à l'époque antisémite, j'étais le sale youpin. Et puis après, quand ça a été les Arabes, les Algériens, hop,
putain, j'avais été frère raton, là. Voilà, j'entendais, voilà. Donc, petit à petit, j'ai construit une certitude en moi. Laquelle? Je serai tout ça. Contre vous, s'il le faut. Ah, c'est ça. Contre vous, s'il le faut. Je serai le fils du raton, je serai le fils du juif, je serai. Mais je serai un humain, plein d'amour, plein de volonté de curiosité sur la culture des autres, je suis resté, en fin de compte, tout ça. Je l'ai tellement imprimé dans ma tête que je suis resté à la fois le fils du Boche, à la fois le fils du juif et à la fois le fils de l'arabe. Et j'en suis très fier. Est-ce que vous avez recherché vos parents? Non, je suis pas très fier de ça. Pourquoi? Parce que j'aurais dû être plus grand que ça. Pas les laisser mourir tout seul comme ça. J'aurais dû être plus grand que ça. J'aurais dû dire, mais quoi, quel jugement à la con. Je le dis aussi, si je peux faire passer un truc pour des jeunes gens qui seraient très révoltés contre leurs parents. Mais ils vivent en Allemagne, de toute façon, ils sont partis. Donc votre mère est partie avec cet officiellement en Allemagne. Je regrette de ne pas les avoir accompagnés plus, quoi, dans leur vieillesse. Vous les avez vus combien de fois dans votre vie? Je ne sais pas, une dizaine de fois, oui, une dizaine de fois. Mais qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Aller les retrouver? Oui, exactement, les accompagner dans leur vieillesse et pas les laisser tout seuls comme ça, quoi, voilà. Sentiment d'avoir manqué ça. Ah oui, non, mais c'est oui, pas mais un en même sentiment. temps, ils ont manqué aussi votre... Oui, non, mais peu importe ça. Oui, mais l'enfance. Enfin, mais peu importe ça. Quand on arrive à plus de 50 ans, on doit poser tout ça. On doit le poser pour donner la main. Et aller voir sa vieille mère et lui dire, allez, va. Qu'est-ce que vous lui auriez dit? Je ne sais pas, mais je lui aurais dit, tout va bien. Voilà. L'important, c'était de lui dire ça. L'important, c'était de le vivre avec elle. Voilà, c'est tout. Et à votre père, pareil? Oui, bien sûr. Mon père, pareil, bien sûr. Bien sûr, non, mais mon père, il n'y a pas de problème non plus. Et puis maintenant, c'est un grand chagrin pour moi de ne pas l'avoir fait, quoi. Chagrin parce que je trouve pas ça bien, c'est tout. Quand vous étiez gamin dans cette cité avec votre grand-mère seule, vous pensiez à quoi? Vous savez, c'est un peu comme les acteurs, quand on les interviewe, ils avaient tous la vocation, et alors donc ils avaient un grenier, ils se déguisaient quand ils étaient petits, quoi. C'est pas mon histoire, ça. Moi, je suis devenu acteur pour le pognon. Et puis c'est après que je me suis rendu compte qu'on pouvait être acteur pour autre chose que le pognon, qu'il y avait autre chose qui était magnifique là-dedans et tout. Mais au départ, tout me faisait peur, tout dans ce métier. D'abord, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, donc... Vous êtes toujours timide? Ouais, très timide. Mais, vous savez, j'ai eu des personnes qui m'ont vachement aimé et vachement aidé. Et de toute façon, je dis encore aujourd'hui, merci au cinéma. J'ai pas, dans ma solitude par rapport au cinéma, j'oublie pas de dire merci. Et est-ce que vous avez eu des pères de substitution? Est-ce que vous en êtes créé? Ou des mères de substitution? Non, mais Michel Auclair, c'était mon père adoptif. J'ai des frères adoptifs. Non, la mère, non, on remplace pas la mère. Et la grand-mère, votre grand-mère? Oui, non, mais une grand-mère ne remplace pas la mère. Non. Je suis pas d'accord. Pas pour moi, en tous les cas. Non, c'est une question. Non, pas pour moi. Donc c'est la grande absente, la mère? Oui, c'est la grande absence. Mais maintenant, elle est très présente en moi et c'est bien ça la merde, c'est que j'y pense tous les jours, quoi. Mais bon, ça aussi, on va finir par le mettre dans un petit paquet et puis le mettre dans la colonne de ce qu'on n'a pas fait, quoi. Mais c'est pas, il faut pas s'arrêter à ça non plus, il faut continuer les choses. Quel père vous êtes? Moi, vous qui n'avez pas de modèle de père, justement, quel père vous êtes? Moi, je suis un père qui parle, voilà, c'est tout. Alors, je parle dans la cuisine, et puis ceux qui veulent bien entendre, ils entendent. Je suis pas un père directif, je suis pas un père... Je suis pas un père laxiste non plus, mais j'ai pas d'autorité non plus. J'ai aucune autorité. Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas eu non plus une enfance facile, Romane, dans le fond. Non, avec la disparition de sa mère très jeune. Elle a toujours eu de l'amour quand même. Hein, un sacré caractère aussi. C'est une chinoise, hein, c'est une asiate. Hein. Oui, sa maman était... Oui, mais elle aussi, elle est cartéronne. Chinoise ou... Oui. Vietnamienne. Vietnamienne, hein, c'est ça. J'ai toujours fait dans le melting pot. Je suis pas un gars bien raisonnable avec ça. Et évident aussi de faire jouer Romane. Ah ben ça, de toute façon, tant que
tant que j'existerai, tant qu'elle existera, et tant que je ferai des choses, si je peux retravailler avec elle, je travaillerai avec elle. Non, mais là, c'était particulier. Parce que c'est une autobiographie. Elle joue votre fille dans le... Vous savez, on a même tourné la scène que vous voyez là, la photo que vous voyez là. Le bistrot que j'avais recréé, il était à 20 mètres de l'endroit où sa maman est morte. Voilà. Oh, c'est chargé. Ah non, mais nous, on est chargés, nous. La famille Boranger, on est très chargés. Ce que je me suis demandé, c'est que le fait, justement, d'avoir Romane à cette époque, puisqu'il n'y avait qu'un enfant, ça ne vous a pas donné envie d'arrêter, justement, l'alcool? Oui, l'alcool, non, mais non. Non. Vous auriez pu dire pour elle, Non. j'arrête. Non. Vous êtes senti en danger? Non, jamais? Je sais pas. Jamais? Si, je me suis senti en danger tous les jours de ma vie. Mais il y a des dangers avec lesquels qu'on peut affronter, faire face. Et puis il y en a d'autres qui sont plus nauséabonds, évidemment, et qui vous abîment bien plus, quoi. En général, quand on veut s'en sortir, c'est un tout petit peu tard. Ça veut dire par là, jamais rien n'est trop tard. Mais on y a déjà laissé des plumes. Donc la convalescence est plus longue. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment, justement, vous en êtes sorti. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, vous avez dit stop? Ah mais non, mais il y a un moment où c'est ce que je dis, à 20 ans on veut mourir, à 60 on veut rester. Hein. Mais vous avez arrêté avant 60. Oui, bien sûr, mais c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Hein. Et à partir de ce moment-là, vous arrêtez fastoche. Hein. Quand vous commencez dans ce machin-là, vous pensez que c'est parce que vous n'aimez pas la vie. Vous voulez la fuir, que vous voulez la tuer. La tuer. Et puis, brusquement, si vous prenez conscience que vous l'aimez follement, cette putain de vie, mais que pour la vivre, cette putain de vie, il va falloir arrêter ça, parce que sans ça, on la vivra pas. Vous arrêtez. Question d'amour avec la vie, donc avec soi. Vous, ça vous est arrivé, je crois, parce que vous avez fait des vrais comas, non? J'en ai fait 2, moi, des overdoses et tout, comme on dit, des comas. Et les toubibs m'expliquaient, au service de réanimation, m'expliquaient, vous en voulez. Et c'est là d'où est partie toute ma théorie, en fin de compte. C'est d'abord que j'avais eu un toubib, il m'avait dit, mais moi, je te fous en clinique, je vais te calmer la douleur, mais tu vas recommencer en sortant. Tant que t'as pas réglé toi-même le truc, je peux rien faire pour toi. Ce qu'il a dit. Oui, et c'était vrai. Si la décision, elle vient pas de quelqu'un d'autre, elle vient de soi. Puis j'ai eu un flic aussi dans ma vie, j'ai eu un flic. J'ai eu un flic que je me suis fait serrer, comme on dit un jour, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? J'ai senti une sourde colère en lui. Il a commencé. Il dit, mais moi je sais ce que tu fais, t'écris des pièces de théâtre. T'écris des pièces de théâtre et tout, ouais. Mais tu crois quoi? Tu veux que je te fasse voir des photos, moi, de monde qui sont morts avec la cam? Tu veux que je te fasse voir? Et puis il montait, puis d'un seul coup, il a dit, mais c'est moi qui devrais me calmer. Je suis dans la merde toute la journée, toutes les nuits. Je vois des meurtres, des gens malheureux, des machins, des trucs. C'est moi qui devrais en prendre, pas toi, putain. Bah, je sais que tu vas pas me balancer le mec. Alors casse-toi, je veux plus te voir. Simplement, la prochaine fois, si je te vois dans cet état-là, je te serre et je te garde. Je suis sorti, je me souviens, j'ai traversé le pont et je suis resté attaché, à l'image de ce flic. Ouais, je suis resté attaché. Je lui dois un bout de ma vie, quoi. Je lui dois un bout de ma compréhension du truc, quoi. Parce qu'il a fait un texte incroyable de douleur. Incroyable, cet homme. Monsieur Quintard. Il prenait sa retraite 2 ans après, je crois. Et puis, c'est pas tout de suite, parce que j'ai recommencé tout de suite. C'est 1 mois après que j'ai pris la décision. Mais en fin de compte, sur le son encore, sur l'écho des mots de Quintard. Et puis voilà, et puis après j'ai arrêté, et puis ça fait quoi? J'ai arrêté depuis 1967, et il n'y a même pas eu l'envie, quoi. Et c'est comme ça que vous êtes retrouvé avec donc cette hépatite grave? Oui, le résultat de la cam, quoi, ça a été quand même, quelques années plus tard, la découverte qu'elle m'avait filé une maladie très grave. Oui, parce que vous m'avez dit, en venant ici, je veux parler de quelque chose d'important. Ouais, parce que je veux parler de l'hépatite C, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés en France. D'après les sondages, il y a 500 000, un truc comme ça. Moi, je crois qu'il y en a un peu plus. Et pourquoi vous dites ça? Parce que... parce qu'il y a beaucoup de gens qui se planquent, qui ont peur de tout ça, et qui se planquent, et qui se mettent pas en face de leur... Mais vous croyez que les gens, justement, ont peur du traitement, ont peur de parler de cette maladie? Oui, ils ont peur de parler de cette maladie. L'hépatite C en particulier. Oui, c'est celle qui a la plus mauvaise réputation.
Et En puis, plus. je dois vous avouer que certains médecins sont pas toujours très adroits. Moi, il y en a un jour, il me dit... il n'en parlait pas, putain, parce que vous savez, hein, c'est comme le sida, ça, tout le monde en a peur. Donc, vous fermez la porte de vous-même. Vous dites, Un médecin vous a dit ça? Oui, bien sûr, il y a un médecin qui m'a dit ça. Mais les médecins, ils disent plein de trucs, ils croient qu'on les dira jamais, mais ils disent plein de trucs. Et puis, il y a des super médecins aussi. Ça, il faut le dire, parce que... Et est-ce que vous faites ce qu'il faut et vous moi, je l'ai fait, mais c'est pour ça que je peux en parler, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Donc, C'est-à-dire que vous saviez que vous étiez malade et vous ne vous êtes pas soigné, Oui, Richard? exactement. C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui. Pendant une dizaine d'années, ouais. Alors là aussi, il y a eu des années de colère et ainsi de suite, mais parce que je ne le savais pas. Je ne savais pas que que le foie provoquait carrément comme des tumeurs au cerveau, quoi. Ça veut dire, si vous êtes un peu caractériel, vous allez être immensément caractériel. Si vous êtes un peu coléreux, vous allez être immensément, et ainsi de suite et tout. Donc vous vous retrouvez misérable comme un humain avec des excroissances, mais qui sont plus du tout les vôtres. Mais comme les autres savent que vous êtes ronchon, alors il dit, il est encore plus ronchon que les... Puis vous savez pas que ça accélère ça et tout. Donc il y a un état de solitude, c'est vrai, assez grand. Et je le dis aussi pour tous les gens que j'ai pu blesser dans ces excès, quoi, dans ces... pardonnez-moi, parce que il était grand temps que je me soigne, quoi. Voilà, il était grand temps. Mais, il y a quelque chose de un peu plus apaisé. C'est pas en vous. C'est peut-être parce qu'il faut que je m'économise en ce moment. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Oui, il faut que je fasse un peu attention, ouais. Oui. Mais un peu attention, j'entends par là de ne pas réveiller les souffrances, quoi. Je me mets à l'abri de moi-même. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.